Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un moment fascinant de l'histoire anglaise. On va parler des Luddites, ces ouvriers du textile qui, il y a plus de 200 ans, ont décidé de briser les machines qu'ils considéraient comme une menace pour leur travail et leur dignité. Mais avant d'aller plus loin, clarifions une chose. Le mot luddite est souvent utilisé aujourd'hui pour désigner une personne qui refuse la technologie moderne. C'est une utilisation très éloignée de la réalité historique. Les vrais luddites n'étaient pas contre la technologie. En général, ils étaient des travailleurs qualifiés, des artisans qui voyaient leur métier et leur vie menacés par l'arrivée de nouvelles machines. Alors, qui étaient ces luddites ? Imaginez-vous au début du 19e siècle, en Angleterre, en pleine révolution industrielle. Les usines poussent comme des champignons. Des machines remplacent des générations de savoir-faire manuel. Les ouvriers, qui travaillaient souvent chez eux ou dans de petits ateliers, se retrouvent soudainement en compétition avec des machines qui produisent plus vite et à moindre coût. Le mouvement luddite commence vraiment en 1811 dans la région de Nottingham, au centre de l'Angleterre. Mais il va rapidement s'étendre à d'autres régions industrielles comme le Yorkshire et le Lancashire dans le nord du pays. Et ce qui est remarquable, c'est que ces ouvriers ne se sont pas contentés de briser des machines, ils ont aussi écrit des centaines de lettres, de poèmes, de chansons et de proclamations pour expliquer leurs raisons et pour menacer les patrons et défendre leur cause. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est justement ce que ces textes nous racontent. Parce qu'en lisant leurs propres mots, on comprend que les luddites n'étaient pas des barbares irrationnels. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient une vision très claire de ce qu'ils considéraient comme juste et qui utilisaient tous les moyens à leur disposition pour se faire entendre. Le mouvement luddite n'est pas uniforme. Il s'est développé différemment selon les régions en fonction des métiers, des traditions et des problèmes spécifiques des ouvriers. On peut distinguer 3 grandes zones. Commençons par les Midlands, autour de la région de Nottingham. C'est là que tout a commencé. Les luddites de cette région étaient des framework knitters, ce qui signifie des ouvriers qui utilisaient des métiers à tricoter pour faire des bas et des chaussettes. C'était un métier très ancien qui existait depuis près de 2 siècles. Ces ouvriers possédaient un document très important, une charte, c'est-à-dire un texte officiel signé par le roi Charles II en 1663. Une charte leur donnait le droit de réguler leur propre métier. Elle fixait par exemple le nombre d'apprentis qu'un maître pouvait former ou encore la qualité minimale des produits. Le problème, c'est que les patrons qu'on appelait les hosiers avaient commencé à installer des métiers plus larges qui permettaient de produire plus de bas mais de moins bonne qualité. Ces nouveaux métiers faisaient baisser les salaires et inondaient le marché d'articles médiocres. Pour les ouvriers, c'était une double injustice. Ils gagnaient moins d'argent et leur réputation d'artisans qualifiés était détruite. Les luddites des Midlands avaient une approche très structurée. Ils ne brisaient pas les machines n'importe comment, ils ciblaient seulement les métiers qui produisaient des articles de mauvaise qualité. Dans leurs lettres, ils utilisaient un langage très juridique, presque comme des juges qui rendent une sentence. Ils parlaient de procès, de jugement et de condamnation. Ils estimaient que la charte de leur métier leur donnait le droit d'agir. Un aspect important du luddisme dans les Midlands, c'est qu'il était assez modéré. Les ouvriers ne cherchaient pas à renverser le gouvernement ou à faire une révolution. Ils voulaient simplement que les règles traditionnelles de leur métier soient respectées. Mais quand ils menaçaient les patrons, c'était souvent pour les forcer à négocier. Dans le nord-ouest, autour de Manchester, la situation était très différente. Ici, les luddites étaient surtout des tisserands de coton. Mais contrairement aux ouvriers du textile des Midlands, les tisserands de Manchester n'avaient pas de longue tradition organisée. Le métier de tisserand de coton était relativement nouveau et les ouvriers n'avaient ni charte ni organisation solide pour défendre leurs droits.
La région de Manchester était en pleine explosion démographique. Des milliers de personnes arrivaient chaque année pour travailler dans les usines de coton. Ces nouveaux ouvriers venaient de tous les horizons, souvent de la campagne ou même d'Irlande. Il n'y avait pas de communauté stable, pas de tradition partagée. Les patrons, eux, étaient souvent très éloignés des ouvriers. C'étaient de grands industriels qui possédaient plusieurs usines et qui ne connaissaient pas personnellement leurs employés. Les métiers à tisser mécaniques, actionnés par la vapeur, commençaient à remplacer leur travail manuel. Dans ce contexte, les Luddites du Nord-Ouest ont développé un style de protestation très différent. Leurs textes sont plus politiques, plus radicaux. Ils s'adressent souvent directement au gouvernement, aux princes régents, et ils menacent parfois de révolution. Contrairement aux Midlands, où les ouvriers cherchaient à négocier avec leurs patrons, ici on sent une vraie colère contre le système. Un autre élément caractéristique du ludisme dans le Nord-Ouest, c'est qu'il se mêlait souvent à d'autres formes de protestation. Les tisserands faisaient des émeutes pour le prix du pain, ils manifestaient pour des réformes politiques et ils brisaient des machines parfois tout en même temps. Leurs textes reflètent cette diversité de préoccupations. La troisième grande région luddite, c'est le Yorkshire, dans le nord-est de l'Angleterre. Ici, les protestataires étaient principalement des croppers, c'est-à-dire des tondeurs de laine. Leur métier consistait à utiliser de lourds ciseaux pour couper le poil des étoffes de laine afin de leur donner un aspect lisse et brillant. C'était un travail très physique qui demandait beaucoup de force et de précision. Les tondeurs du Yorkshire avaient une longue tradition d'organisation. Ils avaient créé un réseau, une sorte de syndicat avant l'heure qu'ils appelaient la Brief Institution, qui signifie la brève institution. Ce réseau leur permettait de communiquer entre différentes villes, de soutenir les ouvriers en grève et de résister à l'introduction des machines. Le problème pour les tondeurs, c'est qu'en 1809, le Parlement avait abrogé, c'est-à-dire supprimé, plusieurs lois anciennes qui protégeaient leur métier. Ces lois interdisaient notamment l'utilisation de machines qui faisaient le travail des tondeurs. Sans ces protections légales, les patrons ont commencé à installer des shearing frames, c'est-à-dire des machines à tondre mécaniques qui faisaient le travail de plusieurs hommes en beaucoup moins de temps. Les luddites du Yorkshire se sont battus avec une détermination importante. Leurs textes sont souvent plus violents que ceux des deux autres régions. Ils ne se contentent pas de menacer les machines, ils menacent aussi directement les patrons et les magistrats qui les soutiennent. Ils utilisent un langage de vengeance et de justice personnelle. Maintenant que nous avons vu les trois grandes régions du luddisme, intéressons-nous à ce que les luddites écrivaient. Parce que c'est vraiment fascinant de voir comment ils utilisaient les mots pour se défendre, pour menacer et justifier leur action. La plupart des textes luddites que nous avons conservés sont des lettres de menaces adressées au patron. Mais ces lettres ne sont pas simplement des menaces grossières, elles suivent souvent une structure très élaborée. Les luddites commencent généralement par expliquer le problème, ils décrivent les injustices commises par le patron, travail de mauvaise qualité, salaire trop bas, utilisation de machines interdites. Ils utilisent un langage presque juridique, comme s'ils étaient des juges. Ils parlent de crimes, de délits et de punitions. Ensuite, ils annoncent la sanction. La machine doit être détruite. Le patron doit payer une amende ou les salaires doivent être augmentés. Si le patron refuse, il sera puni. Parfois, la menace est très précise. Un incendie, une agression ou même la mort. Ce qui est intéressant, c'est que les luddites utilisent souvent des formes d'adresse très polies. Ils disent monsieur et ils signent parfois votre serviteur. C'est comme s'ils voulaient montrer qu'ils sont raisonnables, qu'ils ne sont pas des sauvages. La menace est d'autant plus efficace qu'elle est présentée comme une décision rationnelle, presque inévitable. Les luddites ne se contentaient pas d'écrire des lettres privées. Ils affichaient aussi des proclamations dans les rues.
et ils chantaient des chansons dans les pubs. Ces textes publics avaient un rôle différent. Ils devaient rassembler les ouvriers, les encourager et montrer leur détermination au reste de la société. Les proclamations sont souvent très solennelles. Elles imitent le langage des autorités avec des formules comme « par la grâce de Dieu » ou « nous déclarons par la présente ». C'est comme si les ludites se donnaient eux-mêmes le droit de légiférer, de faire des lois à la place du gouvernement. Les chansons, en revanche, sont plus festives. Elles célèbrent les victoires des ludites, elles se moquent des patrons et elles renforcent la solidarité entre les ouvriers. Beaucoup de ces chansons sont écrites sur des airs connus, ce qui les rend faciles à chanter et à retenir. Une chanson très célèbre, Le triomphe du général Lude, compare Ned Ludd au célèbre Robin des Bois, mais Robin des Bois volait les riches pour donner aux pauvres, alors que Ned Ludd, lui, défendait le droit des ouvriers à gagner leur vie dignement. C'est une différence importante. Vous vous demandez peut-être qui est ce Ned Ludd, dont les ludites ont pris le nom. En réalité, Ned Ludd est probablement un personnage mythique. La légende raconte que c'était un apprenti dans le métier du textile qui, un jour, s'est fâché contre son patron et a brisé son métier à tricoter avec un marteau. Les ouvriers se sont alors mis à signer leurs lettres du nom de Ned Ludd ou du général Ludd. Mais ce nom est bien plus qu'un simple pseudonyme. En s'appelant Ludite, les ouvriers créaient une identité collective. Ils n'étaient plus juste des ouvriers isolés, chacun dans son atelier. Ils étaient une armée, un mouvement, avec un leader symbolique. Le nom de Ludd rassemblait des hommes de différentes régions, de différents métiers, et leur donnait une force unifiée. Le personnage de Ned Ludd a aussi servi à donner une légitimité morale aux actions des ouvriers. Il n'était pas un vulgaire casseur, il était un défenseur des droits du peuple, un justicier. Quand une lettre était signée Ned Ludd, cela signifie que l'action était approuvée par toute la communauté des ouvriers. Au-delà des menaces, que voulaient vraiment les ludites? Quelles étaient leurs revendications concrètes? La revendication fondamentale des ludites, c'était le droit à un travail qui permette de vivre dignement. Quand ils brisaient les machines, ce n'était pas par haine de la technologie, mais parce que ces machines faisaient baisser les salaires et supprimer des emplois. Les ouvriers du textile gagnaient des salaires de misère. À Nottingham, un ouvrier qualifié gagnait en moyenne 10 shillings et demi par semaine, c'est-à-dire l'équivalent de 50 € aujourd'hui pour faire vivre une famille de 4 personnes. Pendant ce temps, le prix de la nourriture ne cessait d'augmenter à cause des guerres napoléoniennes. Les ludites demandaient des salaires justes qui suivent l'augmentation du coût de la vie. Ils demandaient aussi que les prix soient fixes pour éviter que les patrons ne fassent baisser les salaires en jouant sur la concurrence. Une autre revendication très importante était la qualité des produits. Les ludites étaient fiers de leur métier. Ils savaient faire des bas et des étoffes de grande qualité, mais les nouvelles machines permettaient de produire des articles de mauvaise qualité qui se déchiraient rapidement et qui nuisaient à la réputation de tout le métier. Les ludites voulaient que les produits soient marqués selon leur qualité réelle pour que les clients puissent faire la différence. Ils voulaient aussi qu'on respecte les techniques traditionnelles qui garantissaient la solidité et la beauté des étoffes. Enfin, les ludites demandaient que les lois et les traditions de leur métier soient respectées. Ils rappelaient que les rois comme Charles II ou Édouard VI avaient accordé des chartes qui protégeaient les ouvriers du textile. Ils estimaient que ces chartes étaient toujours valables, même si le gouvernement avait voté de nouvelles lois qui les contredisaient. C'était une manière de dire « nous ne sommes pas hors la loi, nous défendons une légitimité plus ancienne, plus juste, que vous avez trahie ». C'est une proposition moralement très forte qui a permis aux ludites de bénéficier du soutien de beaucoup de gens, y compris de certains patrons et de magistrats. Le mouvement ludite n'a pas duré très longtemps. La période la plus intense s'étend de 1811 à 1813. Ensuite, les choses se sont calmées, même s'il y a eu quelques épisodes de ludisme jusqu'en 1817. Le gouvernement britannique a réagi avec une grande brutalité. Il a envoyé des milliers de soldats dans les régions ludites. Il a arrêté des centaines de personnes et il a fait exécuter plusieurs dizaines d'entre elles.
En 1812, le Parlement a voté une loi qui rendait la destruction de machines passible de la peine de mort. C'est une loi très sévère qui montrait que le gouvernement ne plaisantait pas. Certains historiens disent que cette loi a été votée en partie pour faire peur aux ouvriers, pour les dissuader de continuer. Les procès des Luddites étaient souvent expéditifs. Les juges étaient très sévères et les peines étaient lourdes. Plusieurs dizaines de Luddites ont été exécutés, notamment à York, à Chester et à Leicester. Beaucoup d'autres ont été déportés en Australie. Le dernier grand épisode de ludisme a eu lieu en 1816 à Loughborough, dans le Leicestershire. Des ouvriers ont attaqué l'usine de John Herscote qui fabriquait des dentelles avec des machines. Ils ont détruit 55 métiers et ont tiré sur un gardien, le blessant grièvement. Les auteurs de cet attentat ont été arrêtés et jugés. 6 d'entre eux ont été exécutés à Leicester en avril 1817. Leurs lettres, écrites en prison, sont très touchantes. Elles montrent des hommes qui regrettent leurs actes, qui pensent à leur famille et qui cherchent le réconfort dans la religion. C'est une triste fin pour un mouvement qui avait commencé avec tant d'espoir. Alors que pouvons-nous retenir de cette histoire ? Les Luddites ont perdu. Leurs machines ont été remplacées par d'autres, plus modernes, plus efficaces. Les ouvriers d'aujourd'hui n'ont plus de métier à tricoter ou de ciseaux à tondre. Le monde a changé. Et pourtant, les Luddites continuent de nous parler. Ils nous parlent de la dignité du travail, du droit à gagner sa vie honnêtement. Ils nous parlent de la solidarité entre les travailleurs, de l'importance des communautés et des traditions. Ils nous parlent de la résistance face à une mondialisation, celle du début du 19e siècle, qui écrasait les plus fragiles. Les Luddites ont aussi créé un langage, une manière de dire les choses, qui a influencé les mouvements ouvriers pendant tout le 19e siècle. Leurs lettres, leurs chansons, leurs proclamations ont montré que les ouvriers n'étaient pas des objets passifs de l'histoire, mais des acteurs qui savaient défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, le mot luddite est parfois utilisé comme une insulte pour désigner quelqu'un qui serait contre le progrès technique. Mais si on regarde de plus près, on voit que les luddites n'étaient pas contre la technologie. Ils étaient contre une technologie qui servait à écraser les travailleurs, qui détruisait des communautés entières sans aucune considération humaine. C'est peut-être la leçon la plus importante que nous laissent les luddites. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait et des valeurs qu'on met derrière. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les luddites. J'espère que cette histoire vous a intéressé et vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette période fascinante de l'histoire anglaise. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à lire quelques-unes des lettres et des chansons des luddites. Elles sont souvent émouvantes, parfois drôles, toujours sincères. Elles vous feront entendre la voix de ces hommes et de ces femmes qui, il y a plus de 2 siècles, se sont battus pour leur dignité. La prochaine fois que vous entendez le mot luddite, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un simple technophobe. Il s'agit d'un homme ou d'une femme qui, comme les luddites du 19e siècle, s'interrogent sur le sens du travail et sur la place de l'humain dans un monde en pleine transformation. Comme toujours, vous pouvez télécharger une formation en description. À bientôt pour un nouvel épisode.